Bonjour à tous. On est presque au complet. Il reste encore quelques places si vous voulez envoyer des SMS. Normalement, je crois que cette conférence était full, mais il y en a encore qui déjeunent. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de recevoir ces 4 femmes. Enfin, Mélodie est déjà partenaire, donc j'allais dire, je reçois ces 3 femmes avec toi, Mélodie, fondatrice des Éclaireuses. 3 femmes entrepreneurs, chacune dans des domaines bien différents. 3 femmes très engagées, vous allez le voir, c'est pas engagées uniquement dans l'entrepreneuriat, mais engagées tout court, et ça fait du bien. Et en préparant cette table ronde, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce qu'on est sur des tabourets hauts, on m'a dit non, c'est pas une table ronde, vous êtes sur des tabourets hauts. Donc, bon, en tout cas, en préparant ce moment avec vous, on y a pris tellement de plaisir. On m'a dit mais quelles sont les questions, qu'est-ce qu'on va nous demander? Je dis on va faire ça comme si on était entre nous, parce que le but de ce moment, c'est d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas à la fin, si vous avez des questions, c'est de partager des expériences, et notamment cette expérience de cette pandémie, comment quand on est entrepreneur. Déjà, c'est compliqué d'être une femme dans ce monde-là. Il y a la crise du Covid qui arrive. Chacune a été frappée, vous allez le comprendre, vraiment durement. Comment on se réinvente, comment on rebondit et comment on devient plus forte. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais Mélodie, toi qui mets justement les femmes en avant, alors j'espère que vous êtes toutes et tous abonnés aux Éclaireuses, qui est un super média, très audacieux. Et Mélodie, toi, comment tu ressens ça et comment on pourrait introduire nos invités aujourd'hui? Bah écoute, j'ai vu que le sujet de cette conférence, c'était l'entrepreneuriat au féminin. Et quand Laura m'a demandé d'introduire cette conférence, j'ai été évidemment très enthousiaste, mais je l'étais encore plus quand j'ai vu le nom des invités, parce que c'est des entrepreneuses et des femmes qui sont d'univers totalement différents, comme tu nous l'as dit. Et du coup, je me suis un peu penchée sur la genèse du mot entreprendre. Et finalement, entreprendre, c'est tenter des choses, c'est être en mouvement, c'est agir, c'est essayer. Et c'est ce que font en fait ces 3 femmes au quotidien. C'est-à-dire que finalement, entreprendre, c'est accomplir, mais s'accomplir aussi bien professionnellement que personnellement que professionnellement. Et finalement, même si elles viennent d'univers totalement différents, elles ont aussi les mêmes valeurs, les mêmes convictions, la même envie, c'est de faire du bien autour d'elles. Et du coup, ça m'a énormément plu, en fait, ce type de personnalité que tu as choisi dans cette conférence. Et vraiment, je suis ravie d'être là. Et avec les Éclaireuses, comment toi, tu as rebondi? Tu étais déjà un média digital, donc finalement, ça a été l'explosion. On est encore plus venu consulter ton média pendant cette période-là, j'imagine. Alors moi, j'ai vécu la crise, c'était assez paradoxal, parce que comme tu le dis, on a un média, donc tout le monde était chez soi pendant le Covid et pendant le confinement, et finalement, on a fait des records d'audience. Malheureusement, comme on est un média et que notre business model tourne autour de la publicité, les annonceurs ont coupé toutes leurs coupures budgétaires pour la publicité, parce que faut se remettre dans le contexte. Quand on était à cette période-là, on n'allait pas parler, je sais pas, d'un rouge à lèvres ou d'un vêtement, alors qu'il y avait des centaines de milliers de morts chaque jour, voilà. Donc ça a été très compliqué pour nous, parce que en même temps, on avait des audiences qui étaient absolument incroyables. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait plus d'un demi-million de personnes par jour qui venaient sur notre site. Donc c'était quand même assez incroyable. Mais en même temps, on n'avait aucun revenu publicitaire. Et notre rôle en tant que média, c'est quand même de continuer à informer, à divertir notre communauté. Et du coup, évidemment, continuer à faire travailler notre équipe. Et du coup, à les rémunérer aussi. Donc ça a été voilà, un petit tour de passe-passe pendant 6 mois où ça a été compliqué de jongler avec tout notre budget, mais on s'en est sorti indemne. Et Mélodie, on le rappelle, les Éclaireuses aujourd'hui, c'est combien d'abonnés, combien de personnes qui lisent vos articles? Alors aujourd'hui, on a une communauté de plus de 6 millions de jeunes femmes sur l'ensemble des réseaux sociaux, et on a environ 2 millions de visiteurs uniques par mois sur notre site. Est-ce qu'il y a des hommes quand même qui viennent regarder? Évidemment. Parce que j'aime bien ta petite phrase. Ouais, bien sûr. Bah, les Éclaireuses, c'est le média qui met en lumière les femmes sans jamais évincer les hommes. C'est très important pour nous. Tout le monde a sa place sur notre média. On va peut-être présenter justement ces 3 femmes. Bien sûr. Cécile Fricker-Lehanner, fondatrice de Band of Sisters.
On a Élise Bogossian, fondatrice de Élise Forker, et Élodie Garamond, fondatrice, autrice aussi du Tigre Yoga, que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. J'ai envie de commencer avec toi, Élodie. Quand on a des clubs de yoga, que la crise arrive, déjà, peut-être que tu nous fasses une petite présentation du Tigre et qu'on comprenne comment cette crise t'a impacté. Alors bonjour, merci Laura, bonjour à tous. Donc le Tigre avant le Covid, c'était une équipe de 400 personnes, 8 tigres, donc 8 centres sont des centres de bien-être où on propose du yoga et beaucoup d'activités autour du bien-être. C'était une académie, c'était une filiale événementielle et c'était des capsules dans des hôtels. Et après le Covid, il reste 4 tigres. Une académie quand même qui survit et tout d'un coup une plateforme digitale qui est passée de 500 à 18 000 abonnés. Et alors comment tu as tenté de rebondir? Parce que tout de suite, tu as été dans l'action. C'est-à-dire, on a annoncé tout était lockdown et toi, le lendemain, tu transformais tes studios de yoga en studios de télé. Alors, je me suis dit que si tout le monde était enfermé, ça allait être très compliqué de gérer des enfants enfermés sans école. Et donc, j'ai convoqué toutes mes équipes quand on a vu que ça allait fermer. Je leur ai dit, venez, on va vite tourner pendant 3 jours et on va proposer une quotidienne du TIC pour que chacun puisse faire gratuitement du yoga. Des cours le matin pour les parents et des cours en fin de journée pour les enfants. Parce que je croyais beaucoup à cette idée que qu'est-ce qu'on allait faire des enfants à 17h quand on avait déjà fait l'école nous-mêmes toute la journée. Et on a lancé la quotidienne du TIC sur Facebook et dès le premier jour, il y a eu 15 000 personnes qui sont connectées. Et voilà, et puis de là, on a appris un nouveau métier très rapidement, qui était le métier de l'enseignement en ligne. Alors, sachant que moi, je suis une puriste du yoga et qu'il n'était pas question, évidemment, pour moi de pratiquer du yoga sans toucher les gens, sans les voir, les sentir. Il a fallu développer une nouvelle forme de pédagogie. Donc, on a mis en place un peu une équipe pédagogique en se disant, OK, comment est-ce qu'on va véhiculer les mêmes valeurs et la même qualité de service à travers des écrans ? Et puis on s'est lancé et on a tourné. On a transformé, effectivement, on a équipé toutes les salles de caméras et on faisait venir les profs avec ces fameuses autorisations de sortie avec lesquelles on a tous vécu pendant un an. Et voilà, et on a produit plus de 400 vidéos et on a tourné des heures de contenu et on a lancé une nouvelle façon. Le piège de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement bien que les gens ne reviennent pas dans les studios parce que finalement, vous l'avez tous vu, j'imagine, l'offre de yoga et de bien-être et de cours, elle a été pléthorique en ligne, pour beaucoup gratuit. Nous, on est passé au bout d'un moment quand même du gratuit au payant, mais on nous l'a reproché et ça, c'est quand même incroyable. Et voilà, et aujourd'hui, tout le monde a créé son espace-temps chez soi avec son tapis, ses affaires, et c'est très compliqué de faire revenir les gens je ne sais pas si vous avez lu cet article très intéressant dans Psychologie Magazine sur le syndrome de la cabane. Et nous, on vit ce syndrome de la cabane. C'est cette difficulté qu'on a à revenir, à sortir de la cabane qu'on s'est créée. Et on le voit dans tout, dans les théâtres, dans les cinés, et beaucoup dans les salles de sport qui ont été très impactées par la crise, puisqu'on a été les derniers à rouvrir au mois de juin 2020, les premiers à être refermés au mois de septembre. Autant vous dire que l'été a été sympa, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de monde à Paris dans les salles l'été. Et on a rouvert le 9 juin cette année, donc fermé pendant un an. Mais de toute cette expérience, tu me disais, il y a des choses positives qui en ressortent. Déjà, il y a eu une solidarité, parce que toi, tu as fondé le Tigre Yoga, mais il y a plein de clubs de yoga partout en France. Alors, il y a beaucoup de clubs de yoga. Il faut savoir qu'on est passé de 2 millions de pratiquants en 2017 à 10 millions de pratiquants en 2021. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà pratiqué du yoga. Qui a déjà pratiqué le yoga? Voilà. Ah oui, donc vous faites partie des 20% de la population française qui avait essayé le yoga. Il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de procrastiner pendant le confinement et qui se sont dit, tiens, si je m'y mettais parce que mon psy, mon gynéco ou mon ostéo m'a dit de faire du yoga. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est 10 millions de pratiquants. Et il faut savoir que le yoga, contrairement à ce que vous pouvez penser, n'est pas un sport. Et le yoga est considéré pour le gouvernement français comme un art d'agrément et n'a pas de tutelle ministérielle. Donc nous, on s'est retrouvés dans la pampa et on a été fermés au même titre que des salles de sport parce qu'on était une activité physique, alors que les salles de danse, qui sont une activité culturelle, restaient ouvertes. Et comme ça m'a mise très en colère, j'ai lancé un mouvement qui s'appelle Save My Yoga. Et il y a 150 studios en France qui se sont unis. Et on a décidé d'être solidaires et de mener tous ensemble un combat qui n'a pas servi à grand-chose, mais quand même, on l'a mené. Et finalement, aujourd'hui, on est tous réunis dans une fédération du yoga, dont j'ai eu la chance d'être élue présidente. Mais qui n'existait pas. Tout ça, c'est créé. Voilà. C'est pour ça que ça a libéré de l'espace aussi.
Et on est en train aujourd'hui de faire reconnaître le yoga comme activité culturelle et peut-être sportive. Je suis demain matin au ministère, je vous en dirai plus demain. Mais voilà, parce que c'est quand même inimaginable qu'une activité qui crée un tel écosystème aujourd'hui, parce que 10 millions de pratiquants, on imagine ce que ça implique derrière sur le matériel, les vêtements et tout l'écosystème du yoga. Un marché énorme. Qui est un marché colossal, qui ne dépend de personne et qui n'a aucune autorité de régulation. Donc Voilà, là, je m'occupe de ça et c'est grâce à la crise. et donc c'est grâce à donc comme quoi il y a quelque chose de positif. Et toi, en tant qu'entrepreneuse ou entrepreneureux, les difficultés, on parlait avec Mélodie en introduction de la difficulté parfois de faire cohabiter une vie personnelle, une vie de femme avec cette vie d'entrepreneur qui est très chronophage. La gestion au quotidien pendant cette période-là. Ouais, c'était un nouveau mode de vie, mais moi j'ai toujours pour principe de ne surtout pas culpabiliser. Et il y a beaucoup de personnes, tu sais, quand tu es une femme entrepreneur, et d'ailleurs ce sont souvent des femmes qui posent la question et des femmes journalistes qui disent « Ah bon, mais alors comment faites-vous pour vous occuper de vos enfants ?» Je dis « Mais est-ce que vous poseriez cette question à un homme ?» Parce que les hommes qui s'en occupent de plus en plus, mais les femmes restent majoritaires dans le temps consacré. Voilà. Mais donc, dans les arbitrages, on n'a jamais dit que parce qu'on était une femme entrepreneur, c'était les enfants qui trinquaient. Il y a autre chose qui trinque, sûrement la culture, les copines, la télé, quelque chose trinque. Bien sûr, il y a un arbitrage, mais pas forcément les enfants. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a forcément une organisation à avoir. Mais je revendique surtout de ne pas être parfaite et de ne pas faire tout bien. Je le dis à mes enfants, je le dis à tout le monde. Et alors en plus, moi j'ai une casquette de yogi, donc on me dit « Ah bon, mais toi tu fais ça? Ah bon, mais toi tu stresses? Ah bon, mais toi tu bois du café ?» Bah ouais, je fais tout ça. Et je l'assume très bien. Et j'assume très bien de m'énerver contre mes enfants au 4e 0 en dictée. Voilà. Et je ne veux surtout pas incarner ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la yogi healthy mum parfaite, qui coche toutes les cases, qui fait tout bien, qui se brosse les dents avec de l'huile de coco le matin. Alors je le fais, ceci dit, je le fais quand même, je vous le dis. Mais bon, je le dis pas, justement. Mais donc je fais pas tout bien et je fais ce que je peux. Mais pour la petite histoire, j'ai eu de la chance parce que pendant le confinement, j'ai rencontré un mari, enfin du coup le mien. Et donc je me suis mariée en 3 mois, ça se tentait. Et alors j'ai eu la bonne idée de prendre un avocat. Et je pense que, alors je m'étais toujours dit, alors moi yogi, jamais un banquier, jamais un avocat. Je suis désolée s'il y a des banquiers et des avocats dans la salle, mais je voulais pas vous épouser. Donc j'ai épousé un avocat. Et alors, quand je me suis retrouvée confrontée à un truc sympa qui s'appelle les procédures collectives, alors je ne vous souhaite à personne de vivre ça parce qu'une liquidation judiciaire c'est pas drôle du tout. C'est vraiment un deuil. Et alors, surtout quand on en fait 3 de suite. Et alors le coup de bol que j'ai eu, parce que toute yogi que je suis, vous vous doutez bien que les premiers rendez-vous avec les avocats, je comprenais rien. Et les administrateurs, donc je notais tout, et le soir je vérifiais avec mon mari qui me disait ce qui s'était passé, ce qu'il fallait que je réponde le lendemain. Voilà, ce qui m'a pas empêché de vivre ces liquidations judiciaires. Voilà, c'est des moments difficiles, mais on grandit. Merci beaucoup. On va revenir après à d'autres sujets avec toi, Élodie. Élise, donc Bogossian, tu as fondé Élise Forquer, et donc on va voir comment la philanthropie et aussi une entreprise, parce que c'est pas parce qu'on dirige une association, qu'on crée une association, qu'il faut pas qu'elle soit rentable. Donc est-ce que tu peux déjà présenter Élise Forquer pour ceux qui ne connaissent pas encore? Merci Laura, bonjour à tous. J'ai créé une association humanitaire très peu de temps après le début de la guerre en Syrie. Et comme je suis arménienne et que j'ai moi-même de la famille française d'origine arménienne, et puis j'ai de la famille qui a été déportée en Syrie il y a 100 ans au moment du génocide perpétré par les Turcs, j'étais très sensibilisée à ce qui se passait en Syrie et c'est comme ça que j'ai lancé cette ONG en ayant à côté mon cabinet d'acupuncture, mon activité à l'université, à l'hôpital. C'était vraiment au départ... voilà, un plus à côté, puis qui est devenu très vite un engagement plein, puisque évidemment la misère et l'horreur ne s'arrêtent pas de l'autre côté de la frontière, et puis je voulais faire les choses bien et complètement, et c'est comme ça qu'on a monté des missions dans plusieurs pays, puisqu'après ça s'est étendu à l'Irak, l'Éthiopie, le Liban, l'Arménie, et puis on était donc sur un rythme de croissance, puisque vous faites vos levées de fonds, vous recrutez, puis vous
vous mettez en place des programmes, vous collaborez avec les politiques, avec l'armée, avec la sécurité, et puis paf, le confinement arrive. Est-ce que tu peux juste donner le détail des programmes que tu mettais en place ? Oui, pardon. En fait, cette association elle avait pour but de prendre en charge les femmes et les enfants victimes de trafic d'êtres humains, victimes de trafic sexuel, victimes de torture et d'enlèvement, de conversion, des enfants envoyés, transformés en enfants soldats, les femmes victimes de trafic sexuel qui étaient dans les marchés aux esclaves, par exemple à Mossoul ou en Syrie. On a des programmes avec des psychologues qu'on a formés, des gynécologues qui travaillent pour nous, qui font de la reconstruction gynécologique. Et j'ai monté avec des cliniques mobiles l'idée, pour moi à l'époque, puisque en 2012, quand vous avez des hôpitaux qui sont bombardés, des quantités de gens dans des camps de réfugiés, en fait finalement le problème ça devient l'accessibilité, la perte de mobilité, le fait que les populations réfugiées sont très mouvantes. Et donc j'ai créé sur pattes avec des camions des hôpitaux, des petits hôpitaux ambulants pour aller faire des accouchements, de la chirurgie, de la pédiatrie et des soins de tout type. Donc j'ai recruté au fur et à mesure de mes levées de fonds en France des équipes spécialisées sur place que je recrutais parmi les réfugiés. Et donc, on est passé comme ça en 4 ans de 1 à 50 salariés. On avait des belles levées de fonds ici. Et c'est vrai que la solidarité, c'est quelque chose de très beau parce que on le voit, hein, je veux dire, il y a combien ? Il y a 1 500 000 associations en France, des associations qui sont soutenues de partout. L'élan de générosité et de solidarité est formidable. Sauf qu'au moment du confinement, tout s'est arrêté parce que d'abord les aéroports, les frontières sont fermées. Et puis on était tous très inquiets. On avait déjà du mal à nous occuper de nos malades, de nos personnes âgées. On ne savait pas, on n'avait pas de vaccin, tout ça. Donc en fait, vous avez des fermetures aux frontières. Et puis dans ces pays-là où ce sont des pays pauvres, hein, des pays qui vivent dans des difficultés déjà dues à leur présent, vient s'ajouter ce Covid qui fait que la précarité augmente. Et puis ça, c'est tous les chiffres de l'ONU qui montrent qu'en fait, dans ces pays-là, la précarité a augmenté, le manque d'accès à l'éducation aussi. Donc en fait, les gens se sont retrouvés beaucoup plus pauvres, un peu comme ce qu'on a eu en France pour une partie de la population. Et nous, on était complètement enchaînés à avoir moins de sous. Au moment où on avait des besoins plus importants, on licenciait et puis on mettait des gens sur le carreau parce qu'on ne pouvait plus les payer. Et donc on a eu une période comme ça un peu difficile où il fallait nous adapter. Et on a monté une plateforme aussi pour donner des soins à distance, des formations à distance, choses comme ça. Mais c'est vrai que ça a aidé. C'est du palliatif pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et c'est vrai qu'on a passé comme ça une crise en se demandant si on allait pouvoir tenir, s'il fallait fermer un pays. Parce que quand ça fait 6 mois, 9 mois que tu n'es pas allé en Irak, que sur place, ils sont un peu en roue libre, que sur les frontières, il n'y a pas d'accès, qu'en même temps, vous avez des intermédiaires qui en profitent du système parce que le conteneur qui vous coûtait, je ne sais pas, $2 000, il passe à $17 000. Et puis vous avez toute cette fraude, cette corruption intermédiaire. Et comme vous n'êtes pas là, vous gérez tout par téléphone, à distance, et puis tout est ralenti. Vous avez le conteneur, il fait quasiment le tour du monde pour arriver à destination. Enfin, c'est vrai que c'était un peu délicat. On prend sur soi, parce qu'on gère déjà son émotion, parce que c'est quand même quelque chose, quand on crée une association, une entreprise, c'est un peu notre bébé. Donc on est heureux quand il va bien, mais quand il est en souffrance, on souffre aussi beaucoup. Et puis en même temps, on doit continuer de rester un repère pour ses équipes, d'être dans l'optimisme, la confiance. Et c'est vrai que ça, je trouve... Et ça, alors dans notre équipe, il y a des gens qui se rendent compte, je ne sais pas comment c'est passé pour vous, mais il y en a qui n'ont pas réalisé ça, qu'en fait le stress que nous on a porté en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, il est décuplé bien sûr par rapport peut-être à la personne qui va perdre son job ou qui n'aura pas ses indemnités, sauf que nous ce problème il est multidimensionnel parce que c'est pas vis-à-vis d'un salarié, c'est vis-à-vis d'une équipe, d'une collaboration de plusieurs personnes qui travaillent avec nous depuis le début. Et c'est vrai que cette pression-là au niveau d'une personne qui travaille pour nous, mais aussi des bénéficiaires au bout, des personnes qui ont besoin de nous. Moi j'avais l'impression en fait qu'à un moment donné, c'est pas la sensation qu'on peut tout perdre, c'est parce que on se dit, j'espère qu'elle n'a pas duré 3 ans cette crise, mais c'est vrai qu'il y a un moment où tu as vraiment le vertige en disant, ok, c'est très dur, ce médecin il est avec moi depuis 4 ans, je l'adore, je vais pas pouvoir le garder parce qu'il me coûte trop cher, je sais pas si je vais pouvoir payer son salaire, mais en même temps c'est ça multiplié par 10 ou 20 ou 30 personnes. Et puis derrière, les conséquences sur 5 000, 10 000, 50 000 personnes. Et ça, waouh. Et qu'est-ce qui t'a donné la force, justement, tu parlais d'une plateforme
que tu as créé pour collecter des dons, de faire jouer le digital, même si ça ne suffit pas et ça ne va pas remplacer les avions qui vont sur place. Mais comment tu as trouvé la force de rebondir et qu'est-ce que tu peux ressortir de positif ? Alors, ce qui a été très positif, c'est que des quantités de professionnels de santé, du coup, ont travaillé sans salaire. On a monté une plateforme où il y avait 150 médecins, professionnels de santé, des ostéopathes, des profs de yoga, des psychologues qui ont donné de leur temps parce que leur cabinet était fermé en plus, donc ils avaient du temps. Ça, c'était très beau. On a créé... c'était comme une famille de gens impliqués. Puis il y avait cet idéal qu'on avait tous pendant le confinement, que finalement, cette crise, elle nous parlait, elle nous appelait aussi à devenir peut-être des gens meilleurs, à être plus dans l'altérité, dans le soutien, dans l'entraide. Et pendant la crise, il y a eu ce mouvement-là. Après la crise, t'as la réalité qui refait face, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, on continue. Là, maintenant, on est réentré dans une phase de recrutement. Donc, on est vraiment clairement, la crise est derrière. Mais je dis pas qu'on est retombé à la case départ parce que parfois, j'ai l'impression d'être presque en 2012 quand j'ai lancé l'association. Avec l'expérience en plus, la maturité en plus, voilà, les leçons qu'on tire de chaque épreuve. Mais c'est vrai que ça m'a rappelé cet épisode de Kafka où tu montes et puis après tu vois toi-même presque ta descente et tu essaies de contenir en fait cette espèce de... tu te dissocies presque de toi-même pour ne pas trop souffrir parce qu'il y a des moments durs. Mais après, voilà, on rebondit toujours. C'est ça qui est génial en fait dans les épreuves. Il y a ceux qui essayent d'accoucher de quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus constructif. Après, il y en a qui ont plus de mal à se relever des épreuves. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça, parce que quelque part, il y a aussi des messages qui nous apprennent aussi à fonctionner mieux, différemment peut-être, et puis à grandir tout court. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça que ça m'a appris. J'ai un peu grandi. C'est vrai qu'on a encore besoin de grandir, je crois. Non, mais surtout, ce qu'on voit chez toutes les deux, c'est toujours la même envie, la même motivation. Ça veut dire que ça n'a pas du tout abîmé vos motivations à l'une et à l'autre. Au contraire. Avec... Non, pas du non, on vous sent encore plus combative. Oui, parce que voilà, on a touché pas le fond, mais bon, on a touché des moments très 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 durs. Voilà. Merci. Merci. Cécile, je te laisse prendre un micro. Donc toi, tu es en contact au quotidien avec des femmes entrepreneurs. Tu es une entrepreneur toi aussi. Oui. Et tu as fondé Band of Sisters. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Band of Sisters et comment fait-on pour faire partie de ce mouvement ? Alors, Band of Sisters est né il y a presque 7 ans, alors que moi, je venais de créer ma marque de bijoux. Et donc, j'avais travaillé dans la mode pendant des années, et toujours en équipe. J'avais un parcours d'une 15aine d'années dans la mode. Et puis, je me suis retrouvée seule chez moi, avec 2 enfants en bas âge, pas d'argent, pas de levée de fonds, pas d'équipe. Et mais un mari, quand même. Un mari, oui, mais pas les compétences nécessaires. Enfin, compétences créatives, oui, mais finalement, si vous entreprenez, vous savez bien que la création, c'est une toute petite part, même si je pense que tout entrepreneur est extrêmement créatif. C'est pour ça que j'ai une grande admiration pour les gens qui entreprennent. Mais du coup, je me suis cognée tout de suite dans plein de limites et dans plein de frustrations, de manques, de besoins. Et donc, Band of Sisters est né très vite. Il y a eu cette espèce d'évidence il fallait que je génère un réseau et que j'avais besoin de sororité. Alors à l'époque, la sororité, c'est comme le féminisme, on n'avait pas le droit de le dire. Je disais bienveillance, sororité, féminisme. Et alors les filles qui sont venues au premier rendez-vous, qui étaient des très proches, me disaient oh non, moi je suis pas féministe, c'est quoi la sororité ? Et donc je suis très heureuse parce que ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que déjà ce panel, il y a 5 ou 6 ans, il n'aurait pas forcément existé. Et que nous, ça a été un long chemin pour construire ce réseau. Aujourd'hui, on est 250 à peu près membres, mais on a une communauté bien plus large. Et au début, on était 10 et 15, et voilà. Et donc, l'idée, c'est d'être plus forte ensemble, c'est de sentir à quel point une femme est puissante, peut entreprendre d'une autre manière, d'avoir des modèles différents, de créer différemment, d'entreprendre à sa manière, parce que
moi, alors, j'observe que les femmes n'entreprennent pas de la même manière que les hommes et que c'est pas grave. Au contraire, je pense que ça enrichit absolument la société et toutes les propositions. Nous, notre spécificité aussi chez Ben of Sisters, c'est que nous sommes des femmes qui entreprenons dans le milieu de la création. Donc, moi, je fais des bijoux précieux qui sont faits en France, à Paris, dans des ateliers assez haut de gamme, haute joaillerie. Et donc, les femmes chez nous travaillent dans la mode, la beauté, la communication. On a des artistes, on a des profils très différents, donc soit entrepreneurs, soit dirigeantes. Voilà. D'ailleurs, il y a des membres de Band of Sisters dans l'assistance. Voilà. Il y a Élise qui donc entreprend avec une magnifique, le rouge à ongles. Ça s'appelle le rouge à ongles et donc c'est du vernis, mais beaucoup plus que ça parce que l'idée derrière, c'est de visibiliser une communauté, les personnes sourdes, donc que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, qui ne vous entendent pas ou très mal, et voilà. Donc de donner à voir ces gens-là et le langage des signes et les mains et les ongles, c'est la magie d'Élise et du rouge à ongles que je salue et que j'aime beaucoup. Et alors, pendant cette crise, comment ça s'est passé avec toutes ces femmes ? Alors, c'était, on a pris comme tout le monde, on a pris un gros coup de massue. Au début, on n'arrivait pas à y croire. Nous, ça faisait plus d'1 an qu'on travaillait sur une campagne de levée de fonds et de communication avec la Maison des Femmes de Saint-Denis. Donc, on allait avoir un gala, on devait lever beaucoup d'argent, on avait une équipe de, je sais pas, peut-être 30 filles qui travaillaient là-dessus depuis 1 an, de manière vraiment très très engagée et très impliquée. Et puis on a commencé par se dire on va décaler, puis on a redécalé et puis on a annulé. Donc voilà, je pense que comme tout le monde, les agendas se sont vidés. Au début, on n'y croyait pas vraiment. Ça a été quand même une première mondiale pour notre génération, en tout cas ce qu'on a vécu. Donc on s'est adapté. Et après, voilà, ça c'est une des choses les plus positives que j'ai ressorties de cette crise, c'est la plasticité et la capacité d'adaptation de chacun. Et il y avait de l'entraide entre tous les membres. Oui, alors nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est déjà un réseau à la base. Donc on a l'habitude, on est toujours en lien, on communique. Et ça, pour nous, c'est quotidien et c'est très facile. Donc même si c'est moi qui fais le lien, les filles savent me trouver très facilement et me demander de quoi elles ont besoin. Donc ça a été... On n'a pas eu de coupure. Alors on a eu, bien sûr, comme tout le monde, on a arrêté de se voir. On a arrêté de se réunir, on a arrêté de se voir. Mais très vite, on a fait comme chacun d'entre vous, on a mis nos réunions qui ont eu lieu en Zoom. On s'est réunis de cette manière-là. Et puis, on a témoigné aussi. On a mis en place des témoignages. On a envoyé des questionnaires et on a demandé aux filles de se filmer et de répondre, de partager en fait leur quotidien, leur confinement, leurs besoins, leurs joies aussi, parce qu'il y avait des bons moments. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'être à la campagne avec mon mari et mes enfants. Et j'ai aussi rencontré mon mari, avec qui je suis mariée depuis très longtemps, et j'ai rencontré mes enfants aussi, parce qu'on a eu cette chance, alors encore une fois, de manière très privilégiée, et j'en suis absolument consciente, mais moi j'ai aimé aussi passer la peur, une fois que je savais qu'on était plutôt en sécurité dans notre bulle, puisqu'on avait cette possibilité-là de nous, j'ai aimé aussi ce temps ralenti, j'ai aimé les journées plus longues, des vrais moments partagés. En fait, jamais ma famille n'avait vécu des moments comme ça. Même en vacances, c'est pas comme ça. Donc, et je pense que pour chacune, puisque nous ne sommes que des femmes chez Ben of Sisters, la plupart des femmes ont des enfants, des familles, sont en général plutôt au début de leur création d'entreprise ou dans les 10 premières années. Et donc évidemment, c'est le chaos. De toute façon, ce moment a été chaotique pour tout le monde. Mais il y a eu aussi très vite, et nous, quand on échangeait, et dans les témoignages qu'on recevait, il y avait toujours du positif. Voilà. Même si j'ai eu plein de filles qui étaient malades, qui sont restées 3 semaines au lit, qui avaient de la fièvre, qui ont eu très peur, des gens qui ont perdu évidemment des proches. Mais, et puis il a fallu se mobiliser. Et il y a eu un élan de solidarité très fort. Bien sûr, bah oui. Mais c'est drôle ce que tu dis en disant on a pris le temps, ça ressort énormément, ça ressort dans le fait d'avoir besoin de prendre du temps pour soi, de faire des pauses, y compris dans sa façon de voir l'entrepreneuriat. Et là j'ai l'impression qu'avec cette rentrée, il y a une sorte de lessiveuse qui s'est remise en marche et qu'on a vite oublié le côté là-haut, on dit on va prendre du temps, voilà, finalement c'est des moments de créativité aussi pour les entrepreneurs, plutôt que d'être dans un quotidien très chronophage. Et j'ai l'impression que
on a tout oublié. Mélodie, je ne sais pas ce que tu ressens toi, mais c'est pas à toi d'ailleurs que je vais poser la question, qui a accouché il y a, je ne sais pas, un mois, c'est ça, même pas 3 semaines 2 semaines et demie. Voilà, 2 semaines et demie. Donc, ça prouve que toi, déjà le lendemain, tu étais reparti. Donc, est-ce que c'est positif, c'est négatif? Est-ce que là, cette rentrée, comme tous les événements, toutes les communications, tout ce qui... On était quelque part en manque de tout ça, c'est agrégé en un trimestre. On veut en faire partie, on ne veut pas prendre le train trop tard. Et est-ce que c'est pas trop? Si, mais je pense qu'il faut combattre le mal par le mal. Désolée, je perds ma voix à la fin de la journée. Mais j'avais très envie aussi de... tout le monde parle de son entreprise ici comme un bébé. Les Éclaireux, c'est mon premier bébé, même si je viens d'en avoir un 3e, du coup. Mais du coup, j'avais envie aussi de retrouver cette effervescence autour de l'entrepreneuriat, tous ces sentiments, tout ce que ça nous offre, en fait. Mais toujours en gardant les bons côtés aussi que nous a apporté cette crise et ce confinement. Et j'essaye de jongler comme ça entre m'occuper de moi, prendre plus soin de moi, prendre du temps avec ma famille, mais en même temps revenir dans le game, qu'on se le dise aussi. Pendant trop longtemps, on a été écartés de notre entreprise, retrouver le contact avec nos équipes aussi. Et c'est important de jongler entre les deux, garder le positif. On garde aussi beaucoup de télétravail aussi dans notre boîte, parce que ça a apporté pas mal de bonnes choses. C'était quelque chose qu'on ne faisait pas du tout avant. Et maintenant qu'on essaye de perdurer aussi, mais... peut-être pas 7 jours sur 7, mais 4 jours sur 5 ou 5 jours sur 5, mais au moins un jour par semaine, histoire de jongler entre garder ce qui a été positif dans le Covid et en même temps revenir à l'attaque, avoir cette envie d'entreprendre et de faire bouger les choses. Et en préparant cette séquence, on parlait avec la fondatrice de Bouge ta boîte qui est ici dans l'assistance et qui nous dit, vous vous rendez compte, seulement 3% des levées de fonds sont faites par des femmes. Donc, qu'est-ce qui manque? Et en plus... des montants, voilà. Ouais. Enfin, 3% sont donnés à des femmes entrepreneurs. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Est-ce que c'est les femmes qui osent pas, et on va en parler aussi avec Élodie Garamond, demander de l'argent? Est-ce qu'elles se sentent illégitimes? Pourquoi 3%? Il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent. Avec du talent et avec des vraies réussites. Pourquoi ça bloque encore? Je pense que aussi il y a un problème structurel, c'est qu'il y a très peu d'investisseurs et plutôt d'investisseuses ou investisseurs femmes. Et quand on est des femmes et qu'on porte en plus un projet de femmes, c'est très compliqué d'aller lever de l'argent parce qu'on se retrouve souvent face à un public d'hommes qui ont du mal finalement à comprendre la sensibilité du projet ou le produit juste parce que ça ne leur est pas adressé. Donc ça, il faudrait de plus en plus changer ça, mais c'est ce que la BPI fait parce que je crois que ça s'est engagé. Exactement, et cette conférence a pour but de lancer un podcast qu'on va faire avec des femmes entrepreneurs qui vont partager leur expérience et si on peut les faire connaître au plus grand nombre pour que justement le montant des levées de fonds soit conséquent et leur donner les clés. Engagés, à investir dans 25% de boîtes qui a été fondée ou cofondée par des femmes. Mais déjà, BPI, c'est 20%, donc on est loin des 3% en France. Et c'est un sujet qui tient vraiment à cœur BPI France. Cécile, justement, toi qui aide toutes ces femmes entrepreneurs, tu le constates. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une peur, même si j'entends que les hommes vont moins facilement, mais est-ce qu'on va vers eux aussi? Est-ce que c'est pas à nous, femmes entrepreneurs, d'aller les voir parce que ça les intéresse aussi? Alors oui, évidemment, je crois qu'il y a une espèce de méconnaissance et de peur des deux côtés, mais clairement, nous, ça a été un sujet chez nous, l'argent, la levée de fonds. On en a beaucoup parlé ces dernières années. On a fait des talks, on a fait venir des femmes, on a fait pour essayer déjà de comprendre quel était ce nœud, parce qu'il y a un vrai nœud. Alors il y a aussi le fait qu'en effet, ce sont des hommes qui prêtent, qui accompagnent. Pour la plupart, en tout cas, ce sont des hommes. Il y a très peu encore de business angels féminins, malheureusement. Quand elles existent, elles accompagnent des femmes, et ça c'est quand même une bonne chose, mais elles accompagnent sur des montants vraiment moindres, et ça aussi c'est un vrai problème, que pour une femme, lever des fonds, c'est mieux si elle va pitcher avec un mec à côté d'elle, que sachez que quand une femme lève des fonds, quand elle rentre dans la salle, donc en face, elle va avoir 6 ou 8 hommes, et que d'abord on va la regarder, comment
comme une femme. C'est-à-dire, est-ce que tu es jolie ? Comment es-tu habillée ? Enfin, voilà. Et ça, on le porte chaque jour, tout le temps. Ça, il faut le savoir, c'est que, évidemment, tu es brillante, tu es intelligente, tu as monté ta boîte, mais en fait, c'est jamais la priorité quand vous avez un panel masculin en face de vous. Et ça, c'est un problème aussi. C'est épuisant, c'est injuste, c'est énervant. Si tu as un co-founder homme, tu as beaucoup plus de chances d'avoir de l'argent. Enfin, c'est des choses comme ça. Même s'il est mal habillé. Mais bien sûr. Bah alors, un homme, on s'en fout. On va même pas le regarder. Et c'est normal. Et c'est aussi. Et je sais aussi que le féminin. Enfin. Et je suis la première, j'ai fait attention, je me suis soignée pour venir devant vous aujourd'hui. Et j'aime ça. Non, mais tout ça, c'est très compliqué. Ça fait partie de nos identités, mais il y a des choses je pense qu'il faudrait qu'on lâche. Et je crois aussi que si on pitchait, enfin, apparemment, il y a eu des expériences faites. Et si on pitch sans savoir quel est le sexe de la personne qui pitch, les femmes sont très très bonnes en fait, pitchent très bien et leurs projets sont très très forts. Et donc, on met de l'argent. Donc, après, Élise qui est là a déjà levé. Tu as levé combien, toi ? Tu n'as pas encore levé, mais tu es accompagnée par 3 hommes et qui sont des gros déjà. Voilà. Donc, je sais qu'il y a plein de profils différents et que tout est possible, mais on part de loin. C'est sûr, mais ça commence petit à petit. Je sens qu'il y a des changements qui s'opèrent. Oui. Et c'est aussi à nous d'aller voir les hommes. Et je vois Mélodie, parce que quand moi je parle avec eux, moi je me fais que la porte-parole, parce que j'ai la chance de rencontrer plein d'entrepreneurs femmes. De plus en plus, j'ai commencé, je pense, ma chronique sur les startups il y a une quinzaine d'années. Sur le digital, il y a un peu plus longtemps, mais sur les startups, il y a une quinzaine d'années, les 3/4, même plus, 80 à 85% des gens que j'interviewais étaient des hommes. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir une parité et je l'ai facilement. C'est-à-dire, j'arrive à trouver dans chaque domaine, même s'il y a des domaines qui restent très, très masculins. On sait que le domaine de la tech pure est un domaine où il y a beaucoup plus d'hommes. Mais ça y est, on est sorti. Tu parlais d'entrepreneurs que tu soutiens, toi, qui sont autour de la mode, la beauté. Donc là, il y a beaucoup plus de femmes. Mais dès qu'on va... Moi, j'ai interviewé une femme qui a monté une start-up qui s'appelle MyBen. Ben comme les bennes à ordures, et qui traite les déchets et qui va avoir des grosses boîtes comme Veolia. Et elle me disait, en effet... Lorsque j'arrive et qu'on voit que je suis une femme, en plus il y a un tout petit bout de femme, donc on ne s'attend pas à la voir, mais elle me dit après, ça a duré un instant et j'ai réussi à passer ça, parce que je suis allée les voir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi aux femmes d'aller faire cette démarche. Bien sûr qu'il y aura toujours cette réaction première que tu viens de décrire. Mais je pense que voilà, il y a plus d'écoute. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mélodie. Nous, on a levé des fonds il y a 7 ans, une petite levée de fonds de 300 000 €, et on était dans une petite pépinière, mon associé et moi. Et puis, on avait la chance... Deux femmes, on précise, deux femmes. 2 femmes et 2 blondes. Et on avait la chance d'être dans une pépinière où il y avait des investisseurs qui passaient. Mais dès qu'on voyait un investisseur, on allait l'attraper dans l'ascenseur, et puis on prenait l'ascenseur avec lui. Et puis on faisait le vrai elevator pitch, c'est-à-dire vraiment en 3 étages, lui expliquer les éclaireuses. Et puis avec beaucoup de bagou et beaucoup d'audace, on arrive vraiment à soulever des montagnes, et on a réussi à faire une levée de fonds en l'espace de 3 semaines, juste en allant vraiment dans l'ascenseur. au culot à l'ascenseur. Voilà. Élodie, il y a aussi un moment de vérité aussi avec soi-même, parce que les freins, en vérité, on se les met soi-même. Moi, je me retrouve souvent en Irak ou en Syrie, dans des administrations, il n'y a pas une seule femme, ou alors, quand il y en a une, elle est voilée quasi intégralement. Et en fait, c'est pas un problème, parce que vous les bousculez un peu aussi, puis très vite, ils vous jugent peut-être au départ un peu sur l'apparence, mais ça, à la limite, c'est pas notre problème. Je veux dire, si vous êtes clair avec vous-même, après, ils voient très vite que l'intelligence, on trouve des moyens de communiquer et très vite d'arriver sur des intérêts communs. Et là, je veux dire, le discours, il change complètement. Et puis, moi, ça m'a jamais dérangé. Même parfois, je les bouscule fort, quand j'arrive à la douane et que... Non, il ne faut pas se laisser faire. En vrai, il faut rester normal. Non. Alors, je vais juste passer la parole à Élodie, parce que Élodie, toi, tu es la mauvaise élève, entre guillemets, de ce panel, et tu dis, j'ai du mal, je ferai tout gratuitement. Et toi, qu'est-ce qui te bloque ? C'est une mauvaise expérience, c'est un syndrome d'imposteur qui est quand même assez commun chez de nombreuses femmes.
Un peu ça, mais je crois que moi je suis partie sur un mauvais pied quand j'ai créé ma société il y a 10 ans parce que j'avais présenté le BP à mes futurs associés et donc j'étais assez fière, j'avais mis tous les chiffres dans un tableau Excel et ils ont regardé tous les prix, ils m'ont dit mais c'est hors taxe ou TTC? Et voilà. Donc ça, c'était le point de départ de notre association et ça ne m'a pas empêché de lever 4 millions quelques années plus tard, enfin il y a 3 ans, malheureusement pour celui qui les a mis d'ailleurs, mais c'est pas grave, il m'aime bien encore. Et je sais pas, je pense que je crois qu'il faut aussi être conscient de ses forces. Moi, je sais que je suis hyper créative et j'ai le sentiment que si je basculais du mauvais côté de la force, à savoir ne penser qu'à combien je vais gagner, quelle va être la rentabilité de cette action, négocier tout ce que je fais, vendre tout. Enfin voilà, moi ce que j'aime, c'est aller faire du yoga dans les camps avec Élise. Il y a un juste milieu et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, j'ai le sentiment que si on abîme un peu qui on est, parce que ça nous donne une forme de fraîcheur de ne pas nous préoccuper d'argent, ça nous donne de la légèreté, ça nous donne de la créativité, ça nous donne cette spontanéité de dire je m'en fous de savoir combien je vais gagner, l'important c'est que je sais que je dois le faire. Et on suit beaucoup plus notre intuition et nos idées parce que justement on n'est pas en permanence rattaché à un BP où il va falloir rentrer dans la case. Mais effectivement, je suis une mauvaise élève et quand je me suis retrouvée face à des banquiers, des avocats, etc., ou des bailleurs qui m'expliquaient qu'ils étaient vraiment désolés pour moi et que malheureusement, ils n'allaient pas pouvoir faire de remise de loyer malgré un an de fermeture d'activité, en me disant, mais présentez-nous un BP pour l'année prochaine. Je dis, mais vous voulez que je vous mette quoi? Je vais vous mettre n'importe quel chiffre dans un tableau Excel, ça va vous faire plaisir. Je dis, vous savez, vous avez une boule de cristal qui vous dit quand ça va rouvrir les salles de sport? Il me dit, bah non, mais vous comprenez bien que je ne peux pas vous faire une remise de loyer si vous n'avez pas un BP. Je dis, bah vous comprenez bien que j'ai pas de BP. Et voilà, donc liquidé, hein, ça c'était fait. Et donc, si tu veux, j'ai le sentiment aussi qu'on ne peut pas se dévoyer non plus en étant qui on n'est pas. En revanche, il faut jouer la stratégie des alliés. Donc moi, j'ai un super comptable, un super avocat, pas que le mien, mais plusieurs. Il faut être très bien entouré et savoir où on est forte. Je trouve qu'il ne faut pas... Enfin, je pense que justement, notre côté femme entrepreneur, on est capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui parce que ça vient de notre cœur. Et on a ce truc-là. Il y a cette spontanéité, cette sincérité. Et ça sent... Moi, je suis habitée par ce que je fais. Je pense que le monde ira mieux quand tout le monde fera du yoga. Hein, n'est-ce pas? Et voilà, donc j'ai pas envie de calculer combien il faut que je vende mon cours de yoga pour réussir. Ça c'est une chose, mais après je suis un mauvais élève. Mais de te faire rémunérer pour la valeur ajoutée que tu peux apporter dans des collaborations, c'est autre chose. Et j'ai l'impression que c'est très français quand même, parce qu'on parle d'un problème féminin aujourd'hui. Il y a une vraie pudeur à parler d'argent en France, et encore plus quand on est une femme. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis, Mélodie, je sais pas où Cécile, dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas une question. Tout travail mérite salaire et on se pose pas la question de savoir si tu crois que je demande de l'argent, parce que là on parle de ça, on parle pas du fait d'être obsédé par l'argent évidemment, et on le voit dans la jeune génération d'entrepreneurs, qu'ils soient femmes ou hommes. Ce qui est extraordinaire et c'est ce qui me donne toute cette énergie, c'est que ce sont des entrepreneurs engagés. Leur première motivation, c'est pas l'argent. Qui veulent du sens. Qui veulent du sens. Juste avant, on a fait un live avec une jeune femme qui fait partie du programme de BPI Entreprendre pour tous et qui a créé des lunettes connectées pour les personnes qui sont atteintes du locked-in syndrome et qui ne peuvent communiquer qu'avec les yeux. Et elle a une vingtaine d'années et elle sort d'une école d'ingénieur. Elle me dit, mais en fait, avec mon associé, il ne pouvait plus communiquer avec sa grand-mère. On s'est dit, ça ne peut pas arriver dans d'autres familles, il faut qu'on fasse quelque chose. Elle me dit, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé totalement notre modèle économique. Donc, c'est vraiment ça qui anime. Mais après, il ne faut pas avoir peur et de demander de l'argent. J'ai envie de dire, Mélodie, quel conseil, en guise de conclusion, tu pourrais donner à ces femmes ici présentes, mais aux femmes entrepreneurs de manière générale? Moi, j'ai une citation que j'aime bien. Je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs, et qui dit « Elle avait besoin d'un héros, alors c'est ce qu'elle est devenue ». J'aime bien l'image qui se cache derrière, de se dire qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre fasse les choses à notre place, de le faire soi-même, et surtout de pas... de devenir la femme que l'on rêve d'être, en fait. Et c'est ce que j'essaye de m'appliquer au quotidien. Donc voilà, dès que j'ai envie de faire quelque chose, j'ose. Et dès qu'il me manque quelque chose, je le crée. Et je pense que c'est une vraie leçon, c'est d'oser. On en a parlé souvent ensemble. Et je pense que ça soit pour Élise, pour Élodie, pour Cécile, c'est quelque chose de commun. C'est-à-dire qu'au pire,
qu'est-ce qu'on risque? On en a parlé ensemble. Il faut toujours mettre sur une feuille, voilà, les bénéfices, les risques. Qu'est-ce qu'on risque à demander de l'argent? Au pire, ça sera un non. Mais de toute façon, si on ne le demande pas, c'était un non d'office. Donc après, il faut créer des sessions de coaching et on va y réfléchir pour des personnes comme toi, Elodie, parce que c'est important, et pour les personnes qui sont dans la salle, d'aller oser. Je vois qu'il y a des réactions. Je viendrai vous voir l'année prochaine. Demander. Je vous voilà. dirai que je suis devenue On fera hyper la prochaine conférence, ça sera voilà, comment aller négocier, comment aller chercher de l'argent. Il n'y a rien d'honteux aujourd'hui à aller en chercher. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, toutes les 4. Bravo pour vos parcours. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci Laura. Merci Mélodie. Et vous les retrouverez bientôt dans nos podcasts avec BPI. Ces podcasts qui s'appelleront Les Audacieuses. Et je pense que le mot est bien choisi. Merci beaucoup.